place au parti pris. Ruth Pascal, vous restez autour de la table, nous rejoint Abnou Chalmani pour l'International. Et c'est vous qui commencez, Ruth, votre parti pris politique ce soir. La première victoire de Gabriel Attal. De quoi parlez-vous ? Oui, alors évidemment, je parle d'un sondage Elab qui fait parler justement depuis hier parce qu'il montre qu'à la fois chez les électeurs du centre et pour l'ensemble des Français, Gabriel Attal est désormais au coude à coude avec Édouard Philippe. De quoi s'agit-il ? Lorsqu'on interroge les Français sur ceux qu'ils préféreraient pour voir incarner le centre et la droite à la présidentielle, ils mettent quasiment à égalité Édouard Philippe pour 40% et 42% pour Gabriel Attal. Et puis lorsqu'on pose la même question à l'ensemble des Français, ils sont à égalité à 23%. Alors je précise, c'est pas une intention de vote, c'est une indication, une sorte de potentiel électoral. 23%, vous allez me dire, c'est pas grand-chose pour un ancien parti majoritaire. Mais la nouveauté, en quelque sorte, c'est que ils sont désormais au coude à coude, alors qu'Édouard Philippe était un favori qui avait l'air de tracer sa route sans être gêné aux entournures. En réalité, il y a une baisse tendancielle d'Édouard Philippe et une dynamique de Gabriel Attal qui sont en train de se croiser. Attention, ce n'est qu'un sondage, donc une photographie, et il en faudrait plusieurs qui donneraient les mêmes tendances pour établir un fait politique nouveau. Mais le pari que fait le patron de Renaissance, et qu'il ne cache pas, c'est que le candidat de 2027, ce soit lui, et ces paris-là, eh bien, ça commence à exister. Et c'est en ça que c'est une première victoire par ces chiffres-là. Il y a d'ailleurs une forme de petite mode, de petit frémissement. Je peux pas dire une petite hype parce que Alain Finkielkraut vient de quitter le plateau et je serais absolument pas. Je serais trop triste qu'il me désapprouve. Mais il suit à la lettre, vous savez, les préceptes de Nicolas Sarkozy. La présidence de la République se donne à celui qui en a le plus envie. Et alors lui, cette envie, il ne l'économise pas, ni sur le plan financier. Son parti est le plus riche, il n'arrête pas de le dire. Il le dote en moyens en intelligence artificielle et en cerveau humain pour faire son programme. Et puis, il multiplie les événements et aussi les idées. Il y a 2 jours, il a organisé ce qu'il appelait la Nuit de la République avec des invités aussi divers que Patrick Martin, Marie-Lise Léon ou encore Michel-Édouard Leclerc et Alain Finkielkraut. C'est un hasard, mais c'est vrai. Il y était. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il produit des idées et qu'il le fait savoir, parce qu'il est de notre époque, d'une certaine façon. S'il communique souvent, il réagit vite aux événements essentiels qui marquent l'actualité. Alors, il a une boussole, un thème qu'il veut différenciant, la fermeté sur le régalien. Pourquoi ? Parce que c'est l'échec principal du macronisme et que même pour Édouard Philippe, quand il s'exprime sur ces sujets-là, on dit, c'est l'expression, il n'imprime pas vraiment. Même ses propres amis ont des doutes sur cette question. Alors l'ancien ministre de l'Éducation, il veut appliquer ce qu'il a appelé l'effet abaya, l'interdiction à l'école de la fameuse tenue, sur tous les sujets, nationaux, internationaux, c'est-à-dire autorité, parler cash. Alors par exemple, après l'enlèvement de Maduro, il a regretté le défilé des bonnes intentions des Européens, spectateurs impuissants, défenseurs béats des institutions totalement dépassées. Sur le droit international, il dit sans force face à Pékin ou Moscou, nos grands principes ne sont que des mots creux, des incantations. Vous voyez, il y va pas par 4 chemins quand même. Sur l'Iran, il a demandé l'interdiction des passes d'Aran depuis plusieurs jours déjà, avant que la France ne le fasse officiellement. Sur la justice des mineurs, sur le contrôle de l'immigration, il est toujours assez tranchant, même s'il fait des flops. On peut y revenir. Il y a un autre point sur lequel il cultive aussi sa différence, mais là, elle n'est pas avec Emmanuel Macron, elle est au contraire assez proche, c'est sur les sujets sociétaux, la jeunesse, l'interdiction des réseaux sociaux. Il se veut le parrain de cette proposition. Ce qu'il veut, c'est cultiver un style plus radical, plus clair que la campagne à petits pas d'Édouard Philippe. Et son pari, c'est qu'au moment clé, c'est-à-dire on ne sait pas trop, mais enfin, disons, à septembre, les courbes se croisent, qui prennent l'avantage. D'ailleurs, il prépare un livre très personnel au printemps et qui rappellera aux plus anciens, vous savez, ce fameux ouvrage Libre de Nicolas Sarkozy qui avait commencé à semer les petits cailloux de sa candidature. Mais attention, dans ce sprint, Gabriel Attal a de nombreux handicaps. Son âge, 36 ans. Après Emmanuel Macron, est-ce qu'on va encore élire un jeune ? C'est la question se pose pour Jordan Bardella aussi, même s'il est très haut dans les sondages. La méthode, comment est-ce qu'il peut à la fois montrer une rupture claire et pas décourager les partisans d'Emmanuel Macron ? Et puis ses ennemis en interne.
Et pas les moindres. Elisabeth Borne, qui dit qu'elle trouve que quand même il détourne le parti pour des raisons de campagne personnelle. C'est une agence de publicité pour une seule personne. Et puis d'anciens proches qui considèrent que, d'accord, il est pro, mais enfin, il a été élevé à l'école du PS où tous les coups étaient permis. Et puis, il n'a pas beaucoup d'élus locaux. Et enfin, l'autre fragilité, Édouard Philippe dialogue avec Bruno Retailleau et se prépare peut-être, d'ailleurs, tous les deux à se soutenir mutuellement, alors que Gabriel Attal part en solo. Et puis ça se bouscule dans son camp. Gérald Darmanin dit qu'il songe à la présidentielle. Le Cornu, Sébastien Lecornu, maintenant, commence à être testé. Il y a du monde sur les rangs. Il y a du monde sur les rangs, donc vous voyez, ça ne fait que commencer. Il y a eu un effet Retailleau qui est un peu retombé. On va voir si ce petit effet Gabriel Attal dure ou retombe aussi. Pascal, votre parti pris économique, alors qu'on est en pleine discussion sur la souveraineté nationale et notamment en matière militaire, vous nous parlez de ce qui est pour vous un scandale, le scandale LMB. Oui, alors c'est une société française qui est installée en Corrèze et qui va passer sous contrôle américain. LMB a été créé en 1956, c'est spécialisé dans le domaine de l'aéronautique et de la défense nationale, produit sur place des systèmes de ventilation et de refroidissement pour les avions, pour les chars, pour le Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle, et pour les sous-marins nucléaires. Vous avez 2000 produits au catalogue. C'est une entreprise de haute technologie. Quand on parle de refroidissement, de ventilation, vous imaginez l'usage qu'on peut en faire dans un sous-marin, ça doit être silencieux. C'est pas le ventilateur que vous allez acheter dans le commerce. Alors, c'est une entreprise qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, où elle réalise 30% de son chiffre d'affaires, une croissance à 2 chiffres. LMB, c'est une grosse PME sur un marché où la France veut absolument assurer son indépendance. Mais la DGA, la Direction Générale de l'Armement, a donné un avis défavorable à la cession de LMB, et Bercy, le ministère de l'économie et des finances, est passé outre. Alors, vous savez que à chaque fois qu'il y a un processus de cession d'une entreprise en relation avec la défense nationale, la DGA interroge, mène une analyse, un travail d'analyse pour savoir s'il n'y a pas précisément un problème de souveraineté. Et c'est au nom de cette logique de souveraineté, d'indépendance, que la DGA a estimé que la substituabilité des produits qui viennent de cette boîte n'était pas tout à fait assurée. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes, on n'est pas capable tout de suite, en tout cas, de produire les mêmes en France. Et là, on a des points de vue qui divergent. Bercy estime que ça n'est pas tout à fait le cas. La DGA émet des doutes, et le ministre Roland Lescure évoque des garanties notamment le golden share, c'est-à-dire qu'on conserverait dans le capital une voix un petit peu dominante, que l'entreprise sera pas délocalisée. Alors, il dit qu'on a des garanties, il dit pas lesquelles, en réalité. Moi, j'aimerais des choses qui soient très précises. L'explication de cette opération, de mon point de vue, elle est sans doute ailleurs. LMB est détenu par des fonds de private equity. Alors, qu'est-ce que c'est que le private equity ? Ce sont des investisseurs qui apportent des capitaux, qui développent les entreprises, qui les détiennent et puis qui les revendent. Autrement dit, ce sont des fonds qui font des coûts, si vous voulez, des coûts financiers. Oui, les capitaux ne sont pas français. Non, alors les capitaux ne sont pas français. Le prix de cession, là, il est très élevé, 400 millions de dollars pour une entreprise qui fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la culbute que ça représente pour ceux qui détiennent aujourd'hui cette entreprise. Si vous mettez sur la table 400 millions de dollars pour détenir une entreprise de cette nature, c'est qu'elle a nécessairement un intérêt. Enfin, les Américains ne font pas tout à fait les choses on espère une rentabilité énorme dans quelques années. Oui, mais malgré tout, il y a aussi la dimension stratégique. C'est-à-dire qu'on voit que les Américains tournent aujourd'hui autour des entreprises françaises qu'on appelle les entreprises du mid-cap, c'est-à-dire une capitalisation moyenne. C'est entre 20 et 300 millions d'euros de chiffre d'affaires, et font leur marché. Parce que ce sont des entreprises qui sont disponibles. Je veux simplement rappeler, pour terminer, qu'il y a quelques années, l'État s'était opposé à la vente d'une entreprise également en Corrèze, vous voyez qu'il se passe beaucoup de choses autour de Brive, qui s'appelait Photonis, qui s'appelle maintenant ExoSense, spécialiste de la vision nocturne, des tubes amplificateurs de lumière. Là aussi, vous voyez l'usage dans le domaine de la défense nationale. C'est une entreprise qui vient de signer un contrat de 500 millions d'euros avec les armées allemandes et belges. On a bien fait de la garder. Je pense qu'on devrait tourner notre langue 7 fois dans la bouche avant de donner une décision. La souveraineté, c'est un peu comme la virginité. Vous l'avez ou vous l'avez pas. Je pense que la boîte, elle, il faut la garder. Le dicton du jour de Pascal Perry. Je précise que le devoir conjugal a été adopté à l'unanimité. Oui, j'ai pensé à vous.
Le dicton, Pensez à vous. le dicton du briviste. C'était vraiment une private joke. Amnouz, votre parti pris international, vous observez depuis plusieurs jours toutes ces révélations qui nous viennent d'Iran sur l'ampleur du massacre. Il n'y a pas d'autre mot qui a été commis. Vous êtes effarés, vous n'en dormez plus. Vous nous dites silence, on tue, on a tué aussi. Oui, et c'est vrai que j'ai pas le temps, mais j'avais préparé vraiment pour vous expliquer pourquoi ces chiffres étaient vrais, puisque la Fondation des martyrs et des vétérans, institution de la monarchie, parle de 3117 morts, dont une majorité seraient les Bassidji, les miliciens au service. C'est complètement délirant. Et je suis allée regarder partout, que ce soit l'Human Rights Activist New Agency, Iran International. Je suis allée regarder, en gros, que ce soit les organisations non gouvernementales ou les sources médicales, qui par le passé ont toujours vu juste, ont sorti des chiffres qui sont avérés vrais. Et Iran International, qui est basé à Londres, a des accès à des dissidents, des hauts fonctionnaires, et donc il a accès à des documents qui viennent directement de l'Organisation de l'information des gardiens de la Révolution et du Conseil de la sécurité nationale. Et on monte, et avec vous savez, vous avez un réseau de médecins clandestins qui font remonter les chiffres, et Delphine Minoui d'ailleurs cite le docteur Amir Mobarez Parasta, qui est chirurgien germano-iranien basé à Munich, et lui parle de 33 130 décès grâce au réseau qu'il a en Iran, et qui lui remonte, et dit sans compter les morts qui sont encore dans les morgues, qui n'ont pas été récupérés, et les enterrements. Donc a priori, il est possible qu'on dépasse largement les 30 000 morts en ayant tous les autres morts, plus ceux qui sont morts chez eux. C'est hallucinant. Et je vous renvoie aussi à l'interview de l'avocat franco-iranien Irbad Deghagnazar dans le Figaro Mag par Emmanuel Razavi, qui argumente et pourquoi c'est des crimes contre l'humanité. C'est extrêmement précis, c'est chiffré. Donc il n'y a aucun doute, il y a eu entre 30 et 50 000 morts, dont une majorité entre le 8 et le 9 en 48 heures, au moment où tout Internet a été coupé, et où même entre eux, les Iraniens ne pouvaient pas parler. Et l'horreur, c'est qu'on a tiré. Des snipers se sont mis sur les toits des mosquées, des commissariats, pour tirer sur la foule, pas dans les jambes. On a visé exclusivement la tête, les yeux, le torse. Le but était de tuer. Le but n'était pas d'éparpiller une manifestation. Dans des dizaines et des dizaines de villes. On a vu des Bassidji, parce que petit à petit, on a des informations, des vidéos qui nous parviennent, parce que tout a été filmé, donc je pense qu'au fur et à mesure, on va en voir de plus en plus, des gardiens de la Révolution et des Bassidji rentrer dans des hôpitaux pour empêcher des soins ou pour achever des blessés. On a vu des Bassidji et des gardiens de la Révolution suivre des infirmiers et des médecins chez des particuliers qui avaient compris qu'il fallait pas aller à l'hôpital parce qu'ils risquaient la mort, et arrêter tout le monde et laisser mourir les blessés. On a vu des familles venir récupérer les corps, leur demandant de signer un papier faux pour leur dire, outre l'argent qu'on leur demande par balle qu'on a trouvé dans le corps de leurs proches, c'est quand même hallucinant. C'est-à-dire s'il y a 3 balles dans le corps, on demande 3 fois plus d'argent. De signer un papier comme quoi leurs proches morts étaient un Bassidji, un milicien, pour le compter dans le camp de la monarchie. Enfin, des choses horribles. Et moi, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire. Est-ce qu'ils pensent vraiment réussir à tuer 81% de la population qui ne veut plus d'eux? Et juste après, je me suis dit quand même, depuis 1945, le plus grand massacre qu'il y a eu depuis la Seconde Guerre mondiale, c'était le massacre de Srebrenica. C'était en 95, en Bosnie, et c'était 8372 hommes et adolescents tués sur 11 jours. Là, je sais pas quoi dire. Et là, c'est 48 heures, en gros. Là, c'est 48 heures. Plus, on n'a pas encore tous les chiffres. Moi, je pense que, effectivement, tout ce que j'entends de gens sérieux, qui ont déjà sorti des chiffres sérieux, c'est qu'on va monter vers les 50 000 en comptant, parce que ça a commencé le 28 décembre, les manifestations. Et je suis entre colère et tristesse. Je suis en colère, vous savez, comme à chaque fois ici, je vous parle du Yémen et de ces 377 000 morts directs, indirects. Quand j'essaie de vous parler du Darfour, il y a déjà eu 300 000 morts entre 2003 et 2008, et qu'aujourd'hui, c'est un nouveau génocide qui est complètement planqué. Quand je vous parle de la Syrie et de 617 910 000 morts sur 13 ans, et que je me dis, mais est-ce que si l'Occident était, combien de fois je l'ai dit ici, était intervenu, si Barack Obama avait pas lâchement reculé, est-ce qu'il y aurait eu autant de morts civiles? Eh bien non. Et à chaque fois, c'est ces images-là qui me reviennent, et je peux pas m'empêcher. Là, je suis triste, et après, je suis en colère, parce que je me souviens de la guerre, quand même pas si lointaine, Israël, Hamas, où le chiffre des morts nous venait exclusivement du Hamas,
que personne ne les remettait en cause. Là, Les chiffres là, ils ont été iraniens, confirmés par l'armée israélienne. Mais aujourd'hui, à l'époque, on prenait ces chiffres-là, on les disait. Aujourd'hui, quand on parle des chiffres venant d'Iran, on les prend avec les plus grosses pinces de l'histoire que je n'ai jamais vues. Quand je voyais des manifestations quotidiennes d'étudiants, quand je voyais cette couverture médiatique, mais avec une pression extraordinaire, et quand on me disait sur ces plateaux-là et sur d'autres, je veux dire, mais regardez ces étudiants, même quand ils font les mains rouges, alors que c'est une référence au massacre de 2 soldats israéliens par des islamistes, mais non, ils savent pas de quoi ils parlent, c'est parce qu'ils ont grand cœur. Ça veut dire quoi? C'est qu'entre-temps, maintenant, c'est une bande de sociopathes qui est incapable de s'engager quand il y a eu des gens qui leur ressemblent et qui sont morts par dizaines de milliers. Et vous voyez, jusqu'à la semaine dernière, sur les radios publiques, on parlait de manifestations contre la vie chère. Jusqu'à la semaine dernière, je l'ai enregistré sur mon téléphone tellement je pensais vivre dans un monde parallèle. Et je me dis, mais pourquoi? Je me dis, c'est toujours pareil. C'est que quand c'est les Occidentaux, là, en l'occurrence les Israéliens qui tuent, même si c'est une guerre, même si c'est après le 7 octobre et un pogrom, c'est forcément des coupables. Ces morts-là sont plus importants que quand c'est des mollahs, des islamistes qui tuent des musulmans. Et je pense qu'il y a aussi là encore, je vous ai parlé de dissonance cognitive en début de semaine, je vous en reparler, c'est qu'il y a un truc dans ce narratif qui bat pas. Parce que qu'est-ce qu'on voit en Iran? Des gens considérés comme des musulmans qui disent on veut plus de mollahs, qui brûlent des mosquées, qui disent on veut plus des islamistes, et d'ailleurs vous savez quoi? On veut même plus être musulmans. Et ça, je pense qu'après 30 ans d'entrisme islamiste, c'est quelque chose qui n'arrive pas à pénétrer l'esprit occidental, vraiment profondément. Je pense que les printemps arabes, c'était pratique parce que c'était des populations qui se soulevaient contre des tyrans, mais qui étaient menées par des islamistes. Ouf, là ça va, le narratif avec lequel on nous gave depuis 30 ans est respecté. Là, non seulement les Iraniens, mais, font des doigts d'honneur depuis Mahsa Amini à des représentants religieux musulmans chiites, à des islamistes, des barbares, mais en plus, ils brûlent leur voile, ils veulent pas du tout s'habiller comme ils ont envie, ils veulent juste plus entendre parler de ces conneries, mais en plus, mes crimes au-delà du crime, ils font appel aux Américains ou aux Israéliens pour les aider. Et c'est comme si tout ça les effaçait de la carte de l'empathie, et qu'on n'arrive pas, et je crois qu'on ne mesure pas à quel point l'entrisme islamisme, le narratif islamiste a pénétré les cerveaux. Et c'est ça qui voit cette espèce de silence. On a mis les gardiens de la révolution sur la liste terroriste, mais on se fout de ma gueule, au fait. À quoi on va chercher leur argent chez les Émirats Arabes Unis au Qatar? Vraiment, on va faire ça? Vraiment, on va les dessécher les caisses noires de la monarchie? Vraiment, c'est ça qui va se passer? Ça concerne l'argent dans l'Union européenne. Ça marche pas, parce qu'on y arrive avec les Russes. Ça fait 47 ans qu'il y a des sanctions contre l'Iran, ça a marché. Donc on est là, et en plus on est tout content, on se frotte les mains en regardant. Regardez comment on fait les choses bien. Mais c'était quand la dernière fois que quelqu'un d'important, en haut de l'État, a pris position contre les mollahs, contre ce chaos qui provoque Et arrêtons de dire que l'Iran, c'est l'Irak, c'est la Libye. L'Iran, c'est 3000 ans d'histoire, c'est des gens cultivés, c'est des gens éduqués. Ça ne sera ni le schéma libyen, ni le schéma irakien. Le contexte n'est pas le même, le désir n'est pas le même. Ce sont des gens qui sont aussi occidentalisés que nous, qui veulent la liberté et qui veulent se battre pour y accéder et qui veulent pas du tout. Il y aura pas de guerre civile. Il faut arrêter les bêtises. C'est une nation constituée. Merci Amnous. On vous a débordé, mais on avait envie de vous écouter. Je suis désolée. Merci à vous trois pour ces partis pris. Merci à vous de nous avoir suivis.